Salut à tous. Le 26 mai 2018, c'est-à-dire aujourd'hui pour ceux qui regardent cette vidéo le jour de sa publication, une fois n'est pas coutume, syndicats, partis et associations de gauche tentent l'impossible. S'unir dans la rue pour contester la politique d'Emmanuel Macron, sans s'entre-déchirer pour savoir qui dirige la contestation ou qui est légitime pour mobiliser. Habituellement, ce genre de mobilisation suscite des tensions. En France, c'est historique, syndicats et partis de gauche ont du mal à s'entendre quand il s'agit de savoir qui doit porter la parole populaire. En général, les syndicats considèrent que toute contestation portant sur le monde du travail leur revient de droit. Alors, pourquoi ce conflit récurrent entre politique et syndical ? Pour le comprendre, faisons un peu d'histoire. Cette défiance réciproque remonte à la création des partis et syndicats dans la seconde moitié du XIXe siècle. La révolution industrielle chamboule alors les pays d'Europe de l'Ouest, Angleterre, France et Allemagne en tête, où apparaît la classe ouvrière qui vit dans une misère noire. Un courant va naître voulant transformer la société dans un souci d'égalité, le socialisme. Ce socialisme, qui est alors une idée vague, va s'orienter dans deux directions. Ceux qui veulent transformer la société par les revendications sociales et vont créer les syndicats, et ceux qui croient à la lutte politique qui vont créer des partis. Au départ, la frontière entre les deux types d'organisations n'est pas très claire. On parlait alors de mouvement ouvrier. L'histoire des relations entre partis socialistes et syndicats varie d'un pays à l'autre. En France, le mouvement ouvrier est traversé de multiples courants, plus ou moins radicaux, plus ou moins sectaires. Il y a les alémanistes, très révolutionnaires mais peu doctrinaux, pro-syndicats, les guédistes, les premiers à introduire le marxisme en France, pour qui le parti doit diriger le syndicat, et il y a aussi les socialistes réformistes, comme Jaurès, qui est pro-parti mais qui veut une autonomie du syndicat. Et puis, il faut ajouter les anarchistes, antiparlementaires et révolutionnaires qui tolèrent mal les partis. Le socialisme syndical est aussi éclaté que le socialisme de parti. Il est constitué de syndicats locaux, aussi appelés bourses du travail, et de syndicats de branche indépendants. Il n'y a pas de confédération pour unifier le tout jusqu'en 1895, où une grande partie de ces petits syndicats se réunissent et donnent naissance à la CGT, les bourses du travail les rejoignant en 1902. La CGT est alors traversée par tous les courants du socialisme, mais c'est le syndicalisme révolutionnaire, expression des anarchistes dans le syndicat, qui domine. Les socialistes de parti vont s'unifier en 1905 dans la SFIO, mais n'ont pas de doctrine cohérente. Dans les années 1900-1905, les guédistes veulent toujours transformer le syndicat en courroie de transmission pour le parti. La CGT est donc la proie de lutte intestine, et son congrès de 1906, qui se tient à Amiens, va trancher la question des relations syndicat-parti en les formalisant dans un court texte appelé Charte d'Amiens. Cette charte proclame l'indépendance du syndicat par rapport au parti et a été adoptée grâce à l'alliance entre socialistes réformistes et anarchistes, qui tous deux veulent faire échec aux visées guédistes. Au-delà de son rôle conjoncturel, la charte est fondatrice d'une forme de syndicalisme à la française. Reconnaissance de la lutte des classes, volonté d'abolition du capitalisme, mythe de la grève générale révolutionnaire. Elle aura une grande postérité, même si le volet révolutionnaire est depuis longtemps remisé au placard. Par exemple, c'est au nom du respect de cette charte qu'a été créée Force ouvrière en 1947, alors que la CGT tombait aux mains des communistes staliniens qui en feront un jouet du PCF. Paradoxalement, la charte est aussi toujours mentionnée dans les statuts de la CGT, et aujourd'hui encore, dès que les relations deviennent tendues entre partis et syndicats, pas mal de ces derniers citent la charte. Et c'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon, lui, aimerait bien la voir remisée au placard, comme il l'a clairement dit après l'échec de sa propre tentative de mobilisation en septembre 2017. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la charte a une conséquence indirecte très déplaisante. Elle crée une prédominance des syndicats qui préempte toute mobilisation portant sur le monde du travail, donc une grande partie des questions sociales, les partis devant se contenter de mobiliser sur les questions morales ou sociétales et devant rester cantonnés à l'action symbolique et parlementaire. Ce qui de fait vide un peu les partis de gauche d'une partie de leur fonction. Le socialisme qui ne peut pas mobiliser sur le social, c'est embêtant. Et le plus paradoxal, c'est que les syndicats, qui ont mal vécu les tentatives de mobilisation populaire de Mélenchon, ne se gênent pas eux pour aller sur le terrain politique, par exemple sur les questions écologiques ou sur les questions d'égalité des sexes. Si en France les relations sont compliquées, dans d'autres pays, les choses sont beaucoup plus simples. En fait, historiquement, vous avez trois modèles de rapport parti-syndicat, les modèles français, anglais et allemand. En Angleterre, ce sont les syndicats qui se sont développés en premier et qui ont créé le Parti socialiste pour porter leurs aspirations au Parlement. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de parti travailliste. Et aujourd'hui encore, les syndicats votent pour l'élection du dirigeant du parti, ce qui explique qu'actuellement, Jeremy Corbyn en soit le chef alors qu'il fait partie de l'aile gauche. Les syndiqués sont plus à gauche que les membres des partis. En Allemagne, c'est l'inverse, ce sont les partis socialistes qui ont créé les syndicats qui leur servent de prolongement populaire. On remarquera que dans les deux cas, ces pays ont eu un socialisme moins contestataire qu'en France, mais que les acquis sociaux ont été plus précoces. Peut-être que quand les syndicats et les partis ne se tirent pas dans les pattes, les causes qu'ils défendent avancent mieux. Mais il faut bien le dire, le socialisme français est aussi tributaire de l'histoire. Il a subi d'importantes répressions, comme celle qui a suivi l'insurrection de la Commune de Paris, 20 000 morts et des milliers de déportés en Nouvelle-Calédonie,
Après ça, on comprend que les socialistes français ne soient pas très optimistes vis-à-vis de l'option politique au sein de la République bourgeoise et que nombre d'entre eux aient favorisé l'action syndicale. Résultat, le socialisme français a raté l'unité organique au XIXe siècle et il y a peu de chances que les relations entre syndicats et partis s'améliorent, l'unité impliquant la subordination de l'une des deux composantes à l'autre. On verra bien les suites de la marée populaire du 26 mai, mais à mon avis, ce n'est qu'un épiphénomène qui ne durera pas. L'indépendance syndicale et la charte d'Amiens serviront à justifier les ruptures. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques éléments de compréhension sur ce sujet. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à la partager. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine.